Catherine Hogel naît au sein d'une fratrie de 4 enfants dont elle est l'aînée. Dès l'enfance, son intelligence frappe l'entourage. Son quotient intellectuel atteint 135, un score qui la classe parmi les esprits brillants. Pourtant, cette capacité cognitive ne l'épargne pas des difficultés scolaires. L'organisation, la planification, la gestion du quotidien lui échappent. Ces obstacles révèlent un trouble des fonctions exécutives. Un diagnostic de trouble d'apprentissage tombe rapidement. Mais le véritable combat se situe ailleurs, bien plus profond. Les premières alertes surgissent à l'adolescence. Des sautes d'humeur d'une violence inhabituelle secouent Catherine. Rien à voir avec les turbulences classiques de cet âge. Les parents s'inquiètent, consultent. Les médecins évoquent un possible trouble bipolaire. Ce n'est que le début d'un long chemin semé d'embûches. Après le lycée, Catherine poursuit ses études dans un collège communautaire. Elle travaille comme serveuse au Grinder Turtle, un bar sportif local. C'est là qu'elle croise Troy Turner, videur dans le même établissement. L'amitié se mue en histoire d'amour. Catherine décrira plus tard cette relation comme un conte de fées. Sa première vraie romance, passionnée, sincère. Mais la maladie mentale jette son ombre sur leur bonheur. Catherine traverse des épisodes dépressifs profonds. Les crises de psychose se multiplient. Les hospitalisations en psychiatrie deviennent récurrentes. Finalement, un nouveau diagnostic s'impose. Trouble schizoaffectif. Cette pathologie complexe mêle symptômes schizophréniques et troubles de l'humeur. Malgré ces tempêtes, le couple tient bon. En 2008, à l'automne, leur premier fils voit le jour. Son identité demeure protégée par respect pour sa vie privée. Devenu adolescent aujourd'hui, ce jeune garçon porte des traumatismes lourds. Il mérite avant tout des réponses, pas l'attention publique. La maternité bouleverse Catherine au-delà de l'imaginable. Les changements physiques et mentaux l'ébranlent profondément. Troy travaille à plein temps dans la vente de multipropriétés. Les soins du nourrisson reposent essentiellement sur elle. Le poids devient vite écrasant. Heureusement, la famille se mobilise. Lindsay, la mère de Catherine, garde son petit-fils 2 jours par semaine. Ce répit permet à la jeune mère de souffler, mais l'inquiétude grandit autour d'elle. Catherine développe une attention obsessionnelle envers son bébé. Un jour, elle glisse dans la poche de sa mère une fiche d'instructions minutieuse. Comment préparer le lait, à quelle fréquence nourrir, interdiction absolue d'oreiller ou de peluche dans le berceau. La vigilance bascule dans l'excès. Troy remarque l'apparition de craintes irrationnelles. Catherine se persuade que des gens cherchent à nuire à leur famille, à les diviser, à les séparer. Il interprète d'abord ce comportement comme une dépression postpartum, mais la situation empire. En 2010, Sarah naît. Les angoisses, le stress, la paranoïa s'amplifient de manière dramatique. La famille redouble d'efforts pour épauler Catherine. Ils gardent les enfants, tentent d'apaiser ses angoisses. Pourtant, l'évidence s'impose. Elle a besoin de soins psychiatriques urgents. 2012 voit l'arrivée d'un 3e enfant, Jacob. Leur appartement devient trop petit. La famille déménage dans un logement de 3 chambres à Gaithersburg, dans le comté de Montgomery, Maryland. Un quartier paisible propice à la vie familiale. Des moments heureux auraient pu naître, sortis au parc après-midi à la piscine. Mais la paranoïa de Catherine atteint des sommets inquiétants. En 2013, elle accuse sa sœur de s'introduire chez eux pour voler des objets. Un paquet de body pour bébé à $12. Un trotteur en forme de lion jaune à $30. Cette fixation sur des bagatelles illustre l'altération de sa perception. Elle accuse aussi la sœur de Troy de la suivre, de l'espionner. Catherine tente d'obtenir une ordonnance restrictive. Le tribunal rejette sa demande, faute de preuves. La police refuse également de porter plainte. Troy ne sait plus où se situer. Entre les accusations de Catherine et les dénégations de sa sœur, il perd pied. Catherine sombre dans les hallucinations et les délires. Elle affirme qu'on la suit, qu'on écoute leur véhicule.
Elle craint qu'on complote pour l'interner et lui arracher ses enfants. La panique devient permanente. Troy partage ses inquiétudes avec la famille de Catherine. Ensemble, ils concluent qu'une évaluation psychiatrique judiciaire s'impose. Catherine, de plus en plus méfiante, refuse toute coopération. Le 13 août 2013, la police se présente à leur domicile. Ils emmènent Catherine pour l'évaluation. Il faut la menotter sous les yeux des enfants. Jacob, le plus jeune, est encore allaité. Catherine demande à tirer du lait pour son bébé pendant son absence. Ce moment déchirant reflète toute la complexité de la situation. Son amour maternel demeure intact malgré sa souffrance psychologique. Catherine est conduite à l'hôpital pour évaluation, mais comme souvent, la rétention reste limitée dans le temps. Elle est relâchée rapidement. Ce cycle de crise et d'hospitalisation brève devient une routine douloureuse. Finalement, Catherine est admise de force à l'hôpital psychiatrique de Sheppard Pratt. Elle reçoit un traitement intensif pour sa schizophrénie. Les médicaments provoquent des effets secondaires sévères. Tremblements incontrôlables des mains, élocution laborieuse. La communication avec ses proches se complique encore. Après environ 9 mois de traitement rigoureux, Catherine montre des signes d'amélioration. Elle intègre un programme ambulatoire. Des visites supervisées avec ses enfants deviennent possibles. À l'été 2014, elle rejoint enfin le cadre familial. Ses proches espèrent que cet équilibre sera durable. Catherine semble aller mieux. Elle prend conscience de sa situation. Pour vivre auprès de ses enfants, elle doit maintenir sa maladie sous contrôle, prendre ses médicaments sans exception, poursuivre sa thérapie avec rigueur. Elle exprime le désir de lire des histoires à ses enfants avant le coucher, d'accompagner son fils aîné à ses matchs de football. Mais elle sait qu'elle ne peut y parvenir seule. Les médicaments puissants la rendent somnolente, parfois désorientée. Dans cet état, s'occuper de jeunes enfants devient dangereux. Il ne s'agit pas d'un manque d'amour. Catherine est une mère profondément dévouée, mais les traitements l'affaiblissent, limitant sa capacité à réagir en urgence. La famille élabore un plan pour éviter l'intervention des services sociaux. Retirer les enfants à Catherine la briserait. Frères, sœurs, amis proches et baby-sitters se relaient. Catherine ne doit jamais rester seule avec les enfants. Non qu'elle représente une menace intentionnelle, mais ses délires pourraient ressurgir, ou ses traitements la submerger. Cette organisation exige coordination, travail constant, entraide, visites régulières à l'appartement de Catherine et Troy, séjours fréquents chez Lindsay. Un fragile équilibre se maintient. Pourtant, le moindre écart dans cette routine peut tout bouleverser. Le 7 septembre 2014 marque la date fatidique, quelques mois seulement après la sortie de Catherine du programme ambulatoire. Ce dimanche commence comme les autres. Leur fils aîné a un match de football. Toute la famille se rassemble au bord du terrain. Catherine, Troy, Jacob et Sarah profitent d'une matinée ensoleillée. Après le match, ils passent du temps au parc voisin. Les rires d'enfants résonnent dans l'air. Une journée magnifique. Troy ne sait pas encore que ce sera l'une des dernières en famille. En milieu d'après-midi, Troy doit se rendre au travail. Il ramène Catherine et les enfants chez Lindsay. La grand-mère est absente ce jour-là. Randy, le père de Catherine, assure la garde. Vers 16 heures, Catherine mentionne un coupon pour une pizza. Elle demande à emprunter la voiture de Randy. Elle insiste pour emmener Jacob avec elle. La règle familiale stipule pourtant que Catherine ne doit pas rester seule avec les enfants. Mais Randy, confiant après les progrès récents, accorde cette petite liberté. Catherine semble stable depuis des mois. Aucun incident inquiétant récent. Randy pense que cette confiance l'encouragera à poursuivre ses efforts. Catherine part avec Jacob. Les heures défilent. Près de 2 heures après son départ, Lindsay rentre enfin. En discutant avec Randy, il réalise que quelque chose cloche. Catherine et Jacob ne sont toujours pas revenus. Chercher une pizza ne devrait pas prendre aussi longtemps. L'inquiétude s'installe.
Randy saute dans la voiture de Lindsay. Il sillonne les rues, passe devant la pizzeria. Aucun signe de Catherine ni de Jacob. Parking, station-service, rien. Les minutes passent, l'angoisse monte. Ce n'est qu'à 19h20 que Catherine revient, seule, sans Jacob. Lindsay et Randy lui demandent où se trouve leur petit-fils. Catherine répond calmement qu'elle l'a laissé chez un voisin du rez-de-chaussée pour une soirée pyjama. Une explication qui sonne immédiatement faux. Jacob n'a que 2 ans, bien trop jeune pour ce genre de soirée. Catherine n'a jamais mentionné cette soirée auparavant. Ses parents trouvent la situation profondément troublante, mais ils craignent de la pousser à se refermer. Ils décident de ne pas insister sur le moment. 1 heure plus tard, Randy ramène Catherine et leurs 2 enfants plus âgés à leur appartement. Ils attendent Troy qui doit finir son travail. Troy rentre aux alentours de minuit. Il remarque l'absence de Jacob dans son lit. Il pense d'abord que le petit a rejoint son frère aîné comme souvent. Fatigué, Troy se couche sans s'inquiéter davantage. Le lendemain matin, 8 septembre, son fils aîné le réveille, prêt pour l'école. Troy réalise alors que Catherine a disparu. Jacob et Sarah également. L'appartement semble étrangement vide. Troy pense d'abord à une course rapide. Il appelle Lindsay. Elle n'a aucune nouvelle. Après la conversation étrange de la veille sur la soirée pyjama et l'absence prolongée, Lindsay est sérieusement préoccupée. Elle conseille vivement à Troy d'appeler le 911. Troy veut éviter d'alarmer son fils aîné. Il l'accompagne jusqu'à l'arrêt de bus comme d'habitude. Il feint que tout va bien. Une fois le bus parti, Troy compose le numéro d'urgence. Alors qu'il explique la situation à l'opérateur, Catherine réapparaît. Elle arrive dans leur fourgonnette, seule encore une fois, sans Sarah ni Jacob. Le cœur de Troy bat à tout rompre. Catherine affiche un air calme et rassurant. Elle explique qu'elle a laissé les enfants dans une nouvelle garderie offrant des cours d'essai gratuits. Son intention était de permettre à Troy de se reposer après sa longue journée de travail. Cette explication ne convainc pas totalement Troy, mais il choisit de lui faire confiance. Il rappelle le 911 pour signaler une fausse alerte. Il conduit Catherine à son programme de traitement comme prévu. Un sentiment d'appréhension refuse de le quitter. À 14h, après avoir récupéré Catherine, Troy la presse pour obtenir des informations précises. Il a besoin de savoir où sont ses enfants. Catherine semble confuse, évasive. Elle affirme ne pas se souvenir du nom exact de la garderie, mais elle pourrait retrouver le chemin en y retournant. Troy commence à sentir que quelque chose ne va pas. Sa femme, d'habitude si attentive, ne peut avoir oublié le nom d'une garderie où elle vient d'inscrire leurs enfants. Il suit ses indications. Ils conduisent d'un endroit à un autre. Catherine semble de plus en plus perdue. Chaque nouvelle destination s'avère être une impasse. L'inquiétude de Troy augmente à chaque minute. Après plusieurs heures à tourner en rond, Troy sent que la situation devient critique. Désespéré, il décide de ne plus attendre. Il prend la direction du poste de police. Il sait que quelque chose de grave s'est passé. Catherine, visiblement agitée, demande à Troy de s'arrêter dans un bar. Elle veut prendre un verre avant de continuer. Troy accepte, espérant que cela l'apaisera. Une fois garée, Catherine entre calmement dans le restaurant. Troy reste dans la voiture. Il attend son retour avec impatience. Les minutes passent. Catherine ne ressort pas. Troy ressent une nouvelle inquiétude, encore plus profonde. Soudain, il comprend. Catherine s'est glissée hors du restaurant par une sortie secondaire. Elle a disparu dans la nuit. Troy est dévasté. Elle avait l'intention de fuir. Elle laisse derrière elle un voile de mystère autour de leurs enfants. 4 jours interminables s'écoulent. Catherine demeure introuvable. Sa disparition plonge sa famille et Troy dans un profond désarroi. La police organise une vaste recherche pour retrouver Catherine et les 2 enfants. Chaque heure semble durer une éternité.
L'incertitude quant au sort des enfants devient insoutenable. Au 4e jour, les autorités retrouvent enfin Catherine. Elle erre seule dans les rues, désorientée, sans ses enfants. Amenée au poste de police pour interrogatoire, elle refuse catégoriquement de fournir la moindre information. Son silence pesant amplifie l'angoisse de sa famille. La police, désespérée, appelle Troy. Ils espèrent que sa proximité émotionnelle la fera parler. Troy entre dans la salle d'interrogatoire, le cœur lourd. Catherine semble étrangement calme. Il tente de rester patient. Il lui demande où sont leurs enfants. Catherine reste évasive. Finalement, elle révèle un nouveau détail. Elle prétend avoir confié Sarah et Jacob à une mystérieuse femme nommée Erin. Troy n'a jamais entendu parler d'une femme nommée Erin. Aucun des proches de Catherine ne connaît cette personne. Les enquêteurs ne savent plus qui croire. Est-ce une vérité partielle, une invention issue de son esprit perturbé? Les parents de Catherine tentent aussi de la faire parler. Elle répète inlassablement que ses enfants sont en sécurité, mais elle ne fournit aucun détail concret. Ne pouvant compter sur sa coopération, les autorités inculpent Catherine. Enlèvement, négligence, entrave à l'enquête. L'état mental de Catherine pose un sérieux problème. Diagnostiquée schizophrène, elle a besoin de ses médicaments pour fonctionner. Elle a été détenue 4 jours sans traitement médical intensif. La situation devient encore plus complexe. Catherine est placée en détention dans le Maryland pendant 11 jours. Pendant cette période, elle est privée de ses médicaments et de l'accès à un psychiatre. Cette jeune femme souffrant de schizophrénie, longtemps dépendante de puissants traitements, se retrouve sans soutien médical. Son silence, qui semblait délibéré, peut désormais être attribué à son état mental critique. Les enquêteurs et sa famille sont pris entre deux feux. Ils ont désespérément besoin d'informations sur l'endroit où se trouvent Sarah et Jacob. Mais ils font face à une femme incapable de fournir ces informations en raison de sa maladie. Chaque jour sans nouvelles des enfants rend la situation plus dramatique. La procédure de prise en charge des suspects atteints de troubles mentaux prévoit leur transfert en établissement psychiatrique sous 14 jours. 2 semaines représentent une durée excessive pour quelqu'un nécessitant une intervention immédiate. Catherine est finalement transférée dans un hôpital psychiatrique à sécurité maximale. Les médecins doivent évaluer sa compétence mentale, déterminer si elle peut être jugée. Pendant cette période, Catherine ne fournit aucune information précise sur la localisation des enfants. Une évaluation révèle qu'elle n'est pas mentalement apte à comprendre son environnement, ce qui complique davantage la situation. Le 6 novembre 2014, presque 2 mois après la disparition des enfants, une audience judiciaire se tient, un moment particulièrement éprouvant. Catherine a informé plusieurs membres de sa famille, par téléphone, qu'elle souhaitait guider les enquêteurs vers les enfants. Bien que les patients psychiatriques soient généralement interdits de quitter l'hôpital, le procureur de l'État demande au juge d'autoriser cette sortie. Il souligne l'urgence de l'affaire. Elle prétend que les enfants sont encore vivants. La famille espère ardemment que le juge accordera cette demande. Mais l'avocat de Catherine s'y oppose fermement. Il rappelle au tribunal que Catherine souffre de schizophrénie paranoïaque, qu'elle a récemment traversé une psychose. Il précise qu'elle a exprimé son changement d'avis. Elle ne souhaite plus accompagner les détectives. À la grande déception de beaucoup, le juge rejette la demande du procureur. Catherine ne peut quitter l'hôpital. Il ordonne également aux enquêteurs de cesser de la questionner jusqu'à ce qu'elle soit déclarée mentalement compétente. Cette décision devient une source de frustration et de découragement. La recherche de Sarah et Jacob Ogle se poursuit. Chiens policiers, véhicules tout-terrain, chevaux sont mobilisés. Une recherche exhaustive s'engage. Peu de progrès tangibles émergent. Les enquêteurs découvrent un indice potentiellement significatif. Catherine a peut-être modifié l'apparence de Jacob. Le petit garçon de 2 ans, connu pour ses beaux cheveux blonds bouclés, aurait eu les cheveux dans la tondeuse de Troy.
Il se pourrait que Catherine ait rasé la tête du petit garçon. Cela aurait radicalement altéré son apparence. L'hypothèse que Sarah, âgée de 3 ans, ait également été modifiée est envisagée. Tout semble possible dans cette situation complexe. Catherine persiste à affirmer que les enfants sont vivants. Mais avec le temps et l'absence de pistes concrètes, les enquêteurs commencent à douter. En avril 2015, puis en juillet, septembre 2015 et à nouveau en juin 2016, des audiences se tiennent. À chaque fois, Catherine est déclarée incompétente pour être jugée. Elle approche des 3 années de détention en attendant son jugement. Cette situation pose un problème pour l'accusation. Le Maryland dispose d'une loi stipulant qu'une personne jugée mentalement incompétente et accusée de délit ne peut être détenue que 3 ans maximum. Sans indication que les enfants sont encore vivants, malgré les affirmations de Catherine, les accusations sont requalifiées. 2 chefs d'accusation de meurtre. Cette décision vise à prolonger le délai pendant lequel les autorités peuvent tenter de rendre Catherine compétente. Le système judiciaire espère gagner plus de temps. Toutefois, le jour où Catherine aurait pu être jugée compétente n'arrive jamais. En novembre 2022, un juge décide de rejeter les accusations de meurtre contre Catherine. Cette décision se base sur le constat que Catherine ne peut être jugée compétente. La loi prévoit que ces accusations ne peuvent être maintenues que 5 ans maximum. Cela ne signifie pas que Catherine sera libérée. Elle continue d'être institutionnalisée. À ce jour, Catherine persiste à affirmer que les enfants sont toujours vivants. Elle soutient que tout cela faisait partie d'un plan pour éviter qu'on lui enlève ses enfants. Malheureusement, ce plan a conduit à l'isolement de Sarah et Jacob, les éloignant de tout contact avec leur père, Troy, et leur frère aîné. Qu'est-il arrivé à Sarah et Jacob Ogle ? La première théorie suggère que Catherine aurait dit la vérité. Les enfants auraient été confiés à quelqu'un de confiance. Ils seraient encore en vie. Catherine a maintenu cette version auprès de sa famille et de Troy. Elle aurait remis les enfants à une personne nommée Erin, en qui elle avait confiance totale. Malheureusement, cette hypothèse devient difficile à croire au fil du temps. L'attention médiatique dans cette affaire a été considérable. Si cette personne existait réellement, elle se serait manifestée. Elle aurait vu l'affaire aux informations. Elle aurait compris que Catherine souffre mentalement. Elle aurait rendu les enfants à leur famille. Mais ce n'est pas le cas. Des photos évolutives des enfants, aujourd'hui à l'âge de l'adolescence, continuent d'être publiées. Étant donné leur âge au moment des faits, 2 et 3 ans, il est possible qu'ils n'aient aucun souvenir de Catherine, Troy ou des autres membres de leur famille. Cette théorie est celle que nous souhaiterions tous croire. Celle où, même arrachés à leur famille, même sans souvenir d'eux, ils vivent quelque part. Peut-être dans une famille qui prend soin d'eux, mais la police et Troy lui-même doutent fortement de cette version. Le manque de preuves tangibles rend cette hypothèse de plus en plus improbable. L'autre théorie envisage que Catherine aurait tué ses propres enfants, peut-être en raison d'un état de psychose. Sa famille avait noté qu'elle semblait se rétablir. Mais elle venait seulement de quitter un établissement de santé mentale quelques mois avant la disparition. Une rechute est tout à fait possible. Il est envisageable que Catherine ait commis ces actes tragiques et qu'elle ne se souvienne même pas de les avoir perpétrés. David Felsen, son avocat, a déclaré dans une récente interview qu'il est peu probable que la vérité soit jamais connue. Il a déclaré ceci: « Au moment de la disparition des enfants, Madame Ogle traversait une grave crise de santé mentale. Elle était schizophrène, paranoïaque et délirante. En conséquence, je ne crois pas que nous aurons jamais une version crédible de ce qui est arrivé aux enfants. C'est une tragédie pour tout le monde. Les circonstances entourant la disparition des enfants sont d'une complexité telle qu'il semble difficile de parvenir à une réponse définitive. Malgré ces déclarations, certains, dont Troy, croient fermement qu'elle détient plus d'informations qu'elle ne veut bien le dire.
Avec un QI élevé de 135, Catherine a pu éviter d'être confrontée à un jury. Troy pense qu'elle est beaucoup plus consciente de ses actes qu'on ne le croit, qu'elle pourrait manipuler la perception de son état mental pour éviter les conséquences légales. Malheureusement, une seule personne connaît la vérité sur ce qui est arrivé à Sarah et Jacob. Il n'est pas clair si ses souvenirs ont été perdus à jamais à cause de sa maladie ou si elle refuse simplement d'en parler. La complexité de l'affaire rend la quête de vérité encore plus ardue. La famille des enfants, en particulier Troy, continue de se battre pour retrouver Sarah et Jacob. Ils n'abandonneront pas la recherche tant que leurs enfants ne seront pas retrouvés. Malgré les obstacles et la frustration croissante, le dévouement et l'espoir de la famille demeurent. Une lueur d'espoir dans une affaire où la vérité semble de plus en plus insaisissable. En août 2025, Catherine Ogle a été réinculpée pour meurtre après sa sortie d'un hôpital psychiatrique. Les procureurs affirment disposer de nouvelles preuves selon lesquelles elle aurait admis avoir tué ses enfants. Un juge a déterminé qu'elle représentait un risque de fuite et un danger pour la communauté. Elle a été placée en détention sans possibilité de caution. Sarah et Jacob Ogle demeurent introuvables. L'enquête se poursuit. Leur famille attend toujours des réponses. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Cela ne vous prendra que quelques secondes, mais fera du bien à notre nouvelle chaîne. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à bientôt pour une nouvelle histoire.